Merci. Donc je suis Alice et voici Billy, mon collègue. Donc nous sommes du développé et donc nous avons pour mission de présenter une recherche du GIRFAF. Et donc on présente la recherche sur laquelle travaille Caroline avec sa collègue Annelise. Elles travaillent toutes les deux sur un projet de l'ERC qui s'appelle Teacher Careers et qui prend place dans 3 pays, la Belgique, la France et l'Angleterre. Donc ils sont partis de plusieurs constats globaux. Le premier, c'est qu'ils se sont rendus compte, d'après plusieurs recherches, l'enseignement a une perte d'attractivité pour les enseignants. Il y a une diversification croissante au niveau du recrutement des enseignants. Et aussi, ils sont répartis de façon inégale entre les territoires et les établissements. Et enfin, ils ont constaté une sortie du métier, et plus particulièrement chez les jeunes enseignants. Donc en termes comparatifs, ils ont choisi une analyse en termes de régime d'emploi pour pouvoir comparer leurs recherches sur les 3 pays. Mais Caroline et Annelise travaillent plus particulièrement sur le marché du travail et sa régulation. C'est-à-dire d'étudier la structuration de l'emploi enseignant au niveau de l'échelle locale en France, plus particulièrement l'enseignement secondaire, avec pour étude de cas l'Académie de Lyon. Alors, la France est un système assez centralisé au niveau de l'enseignement, régulé par l'État. Donc tout se fait principalement à l'échelle nationale, au niveau des ministères, et puis aussi au niveau local de l'académie, à travers des concours. Ce mode de régulation a pour objectif une équité territoriale. Toutefois, les chefs des académies ont une certaine marge de manœuvre, de plus en plus grandissante, dans la gestion des effectifs, surtout au niveau des enseignants contractuels, puisqu'il y a des enseignants titulaires et contractuels. Et donc, le rectorat a une certaine marge de manœuvre au niveau des décisions de l'affectation. La dimension centrale de leur recherche est d'analyser les hiérarchies entre les établissements et les territoires, et donc aussi, plus particulièrement, les stratégies de placement des enseignants, pour reconstituer les jeux d'échelle, les rapports de force et les marges de manœuvre des acteurs au sein de l'académie. Ensuite, d'étudier la différenciation entre les enseignants titulaires et contractuels, et plus particulièrement sous la forme de 2 marchés. Donc 2 marchés parce que 2 modes de recrutement, des logiques qui sont indépendantes, mais aussi analyser l'articulation de ces 2 marchés en termes de concurrence, coopération, mais aussi comment est-ce qu'un enseignant passe d'un système à un autre. Quelles sont les conditions et les transformations aussi de l'intervention étatique sur ce marché de l'emploi enseignant, et d'analyser les facteurs de différenciation entre ces 2 marchés et l'impact sur la régulation de l'enseignement. Enfin, un de leurs autres objectifs est de saisir la perception de ces acteurs, de la structuration de l'enseignement et des logiques associées. Parce que bien que ce projet utilise la notion de marché de travail, par l'étude de l'offre et la demande au niveau de l'enseignement, il semblerait que les acteurs institutionnels trouvent le recours à ce cadre d'analyse peu pertinent et manifestent une certaine résistance face à l'usage justement de ce concept de marché scolaire. Donc ça, c'était aussi du coup une de mes questions. Pourquoi recourir à ce concept de marché du travail? Est-ce qu'elle est pertinente ou pas pour étudier la structuration de l'enseignement? Et en quoi est-ce qu'elle est pertinente? Donc ça, c'est pour la discussion après. Et je passe la parole à Billy. Bien, merci Alice. Évidemment, il n'a pas été facile vraiment de recadrer nos 2 recherches avec celle de Caroline. Mais au moins, on a constaté qu'il y a vraiment cet écart-là. Alors, dans leur recherche, elle propose plusieurs axes pour au moins arriver à répondre à la question qui nous est posée ou à laquelle on va répondre aujourd'hui. On a essayé de choisir l'axe qui concerne les choix méthodologiques. Alors, il relève de cet axe 3 petits points principaux. Le premier point, c'est le choix des établissements scolaires. Il y a le choix des populations de l'enquête et les approches de l'étude. Je vais commencer avec le choix sur les établissements. En fait, il y a, au sein des lycées généraux et technologiques, il y a eu 7 établissements au total qui ont été choisis pour l'enquête en cours dans le cadre de votre recherche. Alors, parmi les 7 établissements, il y a 5 établissements dans le public et 2 établissements
dans le privé sous contrat. Alors, quels sont les choix qui ont été opérés ou de quelle manière ces établissements ont été choisis? Il y a 2 établissements issus du centre-ville lyonnais, dont un établissement avec un public favorisé, un autre avec un public moins favorisé. Ensuite, il y a eu 2 établissements qui ont été choisis dans la périphérie lyonnaise. Et là, les 2 établissements avaient comme public défavorisé au public très défavorisé. Et le 5e établissement concerné était choisi en fonction de l'éloignement de cet établissement par rapport à l'agglomération lyonnaise. Ensuite, pour ce qui concerne les établissements privés, tous étaient du centre-ville lyonnais, mais choisis là où la concentration d'établissements privés était la plus forte. Alors, on comprendra aussi que dans ces 2 établissements, il y a un avec une population très favorisée, l'autre avec une population moyennement favorisée. On peut se demander quels sont les critères qui ont poussé à ce choix de ces établissements. Alors, selon notre lecture de votre document, il s'est avéré qu'il y a d'abord la diversité de l'offre sur le marché scolaire. Alors, dans cette diversité, on peut voir la taille des établissements ou les options proposées dans ces établissements. Ça peut faire que cela tombe au choix de ces établissements. Il y a aussi l'autre critère, ce sont les caractéristiques même de l'Académie de Lyon. Alors, par ces caractéristiques, il y a la centralité de l'agglomération lyonnaise, il y a aussi la part importante de l'enseignement privé, qui est vraiment à Lyon, et il y a aussi l'attractivité plutôt forte de l'Académie lyonnaise en ce qui concerne les enseignants. Donc, c'est une académie qui est plus sollicitée dans le vœu des enseignants. Souvent, lorsqu'ils font leur concours, ils proposent toujours d'aller dans l'Académie lyonnaise. Il y a un autre critère, c'est la réputation même de ces établissements. Alors, la plupart des établissements ont été choisis en fonction de résultats issus du bac, et ça fait partie de ces critères. Alors, pour finir sur les critères, il y a aussi le mouvement des populations enseignantes. Donc, au sein de la ville de Lyon, on remarque qu'il y a des institutions où il y a des établissements, des fois qui sont attractifs, d'autres qui sont moins attractifs. Il y a ces établissements qui sont éloignés du centre-ville, d'autres même dans des communes périphériques, dans des communes vraiment rurales. Mais on constate qu'il y a des enseignants qui sont recrutés partout là, qui vont enseigner, quel que soit l'état de l'établissement, mais on y retrouve quand même des enseignants avec contrat ou qui sont employés. Alors, par rapport à la population d'enquête, là, on est face à une diversité d'acteurs, selon qu'on est aussi devant plusieurs institutions. Alors, on a essayé de regrouper, selon l'entendement qu'on a ici, de regrouper ça en 4 catégories. Nous avons les acteurs issus des différentes autorités institutionnelles, et là, ce sont le recteur, les inspecteurs, les directeurs et proviseurs d'études. Il y a une deuxième catégorie, c'est celle des enseignants titulaires et contractuels au sein ou au niveau de l'Académie de Lyon. La troisième catégorie est celle qui concerne les syndicats, au moins pour ce qui est de l'enseignement privé, et font aussi partie de cette population d'enquête les enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles et des sections des techniciens supérieurs. Alors là, il faut souligner une chose, c'est que dans cette catégorie, on s'intéresse plus aux enseignants du lycée secondaire et du lycée secondaire supérieur. Alors, pour finir avec l'approche ou les approches d'études, en tout cas, selon le document qu'on a lu, vous dites, pour comprendre les logiques et les représentations de ces acteurs deux fois aux objectifs différents, ainsi que leur rapport dans la structuration de l'espace local de l'emploi, votre recherche propose comme approche d'étude l'enquête de terrain. Alors, au cours de laquelle des séries d'entretiens semi-directifs seront menées auprès de ces acteurs qui sont retenus. Alors, là, une question m'arrive ou me traverse l'esprit, c'est celle de savoir vraiment, en plus des entretiens que vous proposez, est-ce qu'on peut aussi envisager une autre stratégie de collecte de données, étant donné que l'approche enquête de terrain exige la combinaison de plusieurs modes
habituelle de production des données empiriques, entre autres l'observation participante ou les observations directes, est-ce qu'il y a possibilité d'inclure ces stratégies-là dans votre recherche? Par exemple, pour s'expliquer encore, s'il faut par exemple observer les pratiques du recrutement ou les pratiques en lien avec le recrutement ou celles liées par exemple à la régulation de l'entrée dans le métier enseignant, est-ce qu'il faut-il recourir aux observations? Si oui, de quelle manière? Parce qu'on sait bien qu'actuellement, tout est informatisé. Alors, devant un recteur ou dans un bureau d'un recteur, je me demande comment cela peut être possible. Voilà, jusque-là, on a essayé de résumer dans votre document de recherche. Merci. Merci. Ouais. Je vais enchaîner directement. Alors, j'ai pu lire les synthèses de recherche en cours et déjà bien avancées du Centre d'études et du développement, des VLP. Et nous avons pu échanger déjà ensemble sur quelques points de nos recherches pour la préparation de la journée. Donc, je remercie Alice et Billy pour ces discussions qui étaient très fructueuses, il me semble. Donc, leurs recherches portent toutes deux sur les milieux ruraux congolais et sur la gestion des ressources naturelles. Je vais essayer de les restituer, proposant une lecture un peu moins serrée de ce que vous avez fait du projet, en concentrant sur les aspects qui me semblent proches des intérêts de recherche qui concernent les sciences de l'éducation et la socio-économie. Il s'agit dans le cadre d'Alice Gendrin d'une recherche qui s'intitule « Les organisations paysannes face aux politiques de modernisation rurale en République démocratique du Congo, au sud Kivu, sur l'île d'Idjouï, analyse des stratégies d'appropriation et de résistance ». La recherche de Billy Kambala s'intitule « Gestion des ressources naturelles et persistance des conflits autour des aires de la RDC, cas du parc national de la Salonga en territoire de Mokoto ». Je vais commencer par le projet d'Alice, puis celui de Billy, et essayer de dégager quelques points communs, et s'il reste un peu de temps, des éléments de discussion qui concernent la relation d'enquête et l'éthique de la recherche, questions qu'ils ont soulevées dans un autre document qu'ils m'ont transmis. Le projet d'Alice porte sur le rôle des organisations paysannes, des coopératives locales, mais aussi des organisations plus informelles, dans la diffusion des semences de haricots au sud Kivu. Dans le projet que j'ai lu, mais qui a ensuite beaucoup évolué apparemment depuis son dernier séjour de terrain, Alice décrit la situation de l'agriculture au sud Kivu dans ses rapports à l'État, qui reconduit une situation de dépendance multiple aux ONG, aux organisations internationales et aux bailleurs de fonds, et plus largement aux acteurs des politiques de développement. L'angle choisi pour analyser les politiques qui visent l'intégration des paysans à un marché mondial est celui des pratiques agricoles, et plus précisément des semences, au cœur de l'objectif de conversion des paysans à des pratiques commerciales et à la monoculture. Avec des termes socio-économiques, on pourrait dire que le point de départ, c'est l'analyse d'un changement de mode de production par la mutualisation des ressources et les incitations à entrer dans des coopératives, et le changement des modes de financement par la mise en place d'instruments financiers spécifiques. La phase d'exploration du terrain d'Alice a consisté à regarder le rôle de ceux qu'on pourrait aussi appeler dans des termes socio-économiques des intermédiaires de marché. Les organisations paysannes peuvent être peut-être considérées comme des intermédiaires de marché, qui organisent la distribution des semences depuis les centres agronomiques et donnent l'accès aux paysans. Ces intermédiaires, qui font partie des stratégies de construction du marché agricole, ont apparemment réussi puisque les semences de haricots se sont largement diffusées, voire elles ont remplacé déjà d'autres types de cultures. Plus généralement, cette recherche propose une analyse de la construction d'un marché en se concentrant sur l'organisation à plusieurs niveaux, politiques et économiques, de la dépendance. Du point de vue théorique et méthodologique, il s'agit déjà d'une recherche interdisciplinaire, puisqu'Alice propose une analyse du politique dans une tradition anthropologique qu'on pourrait penser proche de Georges Dallandier, et ce travail propose aussi une analyse de la politique en tant que champ institué d'action et une analyse des politiques. Du fait de l'entrée dans l'objet par les résistances, ce travail m'a fait penser à d'autres travaux anthropologiques, ceux de James Scott dans La domination et les arts de la résistance, dans la définition du politique, ceux de Michael Burawoy aussi sur la délimitation de l'objet d'étude, ou l'étude de cas élargi. Il me semble que la manière dont le projet est présenté se rapproche un peu de ça, dans la mesure aussi où Alice fait référence à l'approche méthodologique cousine de celle de Burawoy, celle de Grounded Theory d'Anselm Strauss et Bernie Glaser, méthodologie inductive, où le cadre théorique est le résultat d'une généralisation à partir de l'analyse contextualisée des données de terrain. Alors on pourrait se demander quelles sont les modalités c'est une première question, de contrôle et d'évaluation qui semblent assez peu présentes dans ces politiques qui visent à inclure les paysans dans les processus de production. Et puis peut-être question plus centrale, parce qu'à un moment le projet parle de professionnalisation des paysans.
Donc au sein des relations qui ont pu être observées, quelle serait ou quelle est la place qui est accordée à la formation, à l'accompagnement, aux dispositifs et aux situations d'apprentissage des acteurs qui sont étudiés par ailleurs, par exemple pour des dispositifs expérimentaux en agriculture et en crédit, donc que ce soit ici pour la diffusion des semences, pour la gestion des modes de financement ou pour la production. Et qu'est-ce qui pourrait être la place dans ce projet de la question de la circulation et des conflits autour des savoirs sur la production agricole. C'est une question aussi de socialisation que nous avons soulevée ensemble dans nos discussions. En quoi de nouvelles manières de concevoir, d'appréhender les ressources à gérer jouent-elles sur la gestion même de la ressource. En ce qui concerne le projet de Billy, celui-ci porte sur les conflits qui entourent la gestion des aires protégées autour du parc national de la Salonga, créé il y a 60 ans et qui avait conduit au déplacement de populations locales à proximité de l'aire protégée du parc. Au sein des communautés locales, de nombreux acteurs continuent de retourner fréquemment dans le parc pour chasser, pour pêcher et principalement pour l'autoconsommation. Et des heurts violents avec les éco-gardes du parc arrivent toujours très fréquemment. C'est un projet qui, il me semble, souligne vraiment l'épaisseur sociale et politique des conflits liés à la nature et aux ressources naturelles. Et le conflit qui repose initialement et continue de perdurer sur la violation continue par l'État des accords qui prévoyaient au moment de la création du parc le futur accès des populations déplacées et l'implication des communautés dans la gestion du parc. Le projet insiste aussi sur la coexistence historique entre plusieurs sources de droit et de légitimité en milieu rural congolais, sur les hiérarchies entre elles et sur les pratiques d'incursion qui émanent des communautés locales. En ce qui concerne les ressources naturelles, on voit que la gamme des conflits est particulièrement large, des conflits d'usage, d'accès, d'exploitation, d'occupation, qui ont en commun la question des ressources et peut-être on pourrait aussi en discuter la question du sol. L'aire protégée implique aussi de regarder des ressources naturelles plurielles, la forêt, la faune, la flore, l'eau, qui font aussi la complexité des conflits dans le parc. Ce sont enfin des conflits qui ont une histoire plus longue, d'au moins 60 ans, et une dimension collective inhérente à la durée dans laquelle s'inscrivent les rapports sociaux noués autour du parc. Pour toutes ces raisons, les approches plus directement économiques de l'environnement et du bien-être, qu'il s'agisse des droits de propriété ou de la régulation étatique, sont rapidement disqualifiées dans ce projet, car l'approche des résolutions des conflits par le marché standard ne permettrait pas totalement de saisir la spécificité des ressources naturelles, et la régulation étatique ne permet pas non plus de résoudre ces questions, car elle ne tient pas compte, dans ce contexte, du point de vue des préoccupations des communautés locales. La recherche de Billy insiste bien sur cette dimension conflictuelle entre communautés de riverains et gestionnaires et sur une analyse de la gouvernance locale, mais intégrée dans une perspective plus large des conflits et de gestion de ressources. Parmi les thèmes qui sont vraiment intéressants, sur l'historicité de la situation, je me demande en quoi il n'y a pas des générations qui sont différentes, à la fois du côté des communautés et du côté des organisations internationales qui vont gérer l'Institut de gestion du parc. Pour les habitants, est-ce qu'on pourrait penser à des modalités de transmission de la mémoire ou de savoir liés au parc, ou de savoir-faire liés à la gestion des ressources? Et pour les organisations internationales, est-ce qu'on peut imaginer que les représentations de la nature qui sont portées ont changé et que les bonnes et les mauvaises pratiques qui sont promulguées aussi, ou les rapports encore aux communautés locales et à leur inclusion? Et même si la légitimité des élites locales n'est apparemment pas loin d'être acquise, il serait... je me demande dans quelle mesure, dans la production des savoirs autour du parc, ces élites locales sont intervenues et dans quelle mesure les savoirs qui ont pu être produits ont permis d'envisager les conflits. Donc deux choses pour finir, ce sont des recherches qui sont vraiment intéressantes à lire et qui ont des objets communs. D'une part, l'importance de l'échelon local d'analyse, l'attention aux configurations locales d'acteurs et d'enjeux plus qu'aux enjeux internes institutionnels est vraiment intéressant. Et en cela, ça se rapproche, il me semble, d'une anthropologie de l'action, où ce qui compte, c'est d'analyser déjà la multiplicité des acteurs impliqués. Il y a un enjeu déjà à les identifier, à saisir leurs relations, leurs échelles d'action. Deux autres points importants, l'historicité des situations et l'importance de confronter ce qui est l'ordre du prescrit, de différents prescrits avec ce qui relève de l'ordre des pratiques. Sur les relations d'enquête et l'éthique de la recherche, on s'est rendu compte en fait que
parfois, on peut se dire que les recherches en anthropologie reposent sur des terrains plus longs, sur des séjours de terrain plus longs que ceux en sociologie, et finalement, on se rend compte que peut-être pas toujours, peut-être qu'on a des pratiques de recherche et d'immersion ou de rapport aux enquêtés et aux objets de recherche qui sont assez semblables. En tout cas, dans le projet Teachers Careers, on fait des séjours qui sont assez semblables. On a peut-être des modalités plus proches qu'on ne le pense de relations d'enquête. Et si j'essaie de synthétiser les enjeux sur la relation d'enquête qui sont soulevés par Billy et Alice, l'enjeu principal, c'est comment les chercheurs et les chercheuses sont identifiés et quelle est leur position dans le jeu de relations locales. Et donc c'est un enjeu évidemment très vaste, mais l'enjeu plus précis et qui pourrait être un point de discussion commun, c'est de travailler sur des terrains, donc l'école par exemple, ou les milieux ruraux congolais, qui sont des terrains très investis et qui ont été historiquement très investis par une variété d'acteurs et d'instituts de recherche, mais où les pratiques de recherche sont aussi différentes, les relations d'enquête différentes, et ce qui induit des attentes de la part des enquêtés qui sont aussi différentes en termes de compensation, vous en parlez, de la relation d'enquête. Et à ce moment-là, quels sont le rôle du chercheur, de la chercheure, quand de telles identifications nous précèdent et qu'il y a des formes de sursollicitation du chercheur également, et quel impact ça peut avoir sur la recherche elle-même. Merci beaucoup. Voilà, réaction entre vous, et puis très vite, je pense qu'il va y avoir des questions, des réactions dans l'Assemblée. J'espère que j'ai restitué fidèlement. Vous vous êtes posé mutuellement des questions très fortes. Est-ce que vous voulez commencer à y répondre, peut-être ou... Oui, je peux commencer si vous voulez. Alors, peut-être pour replacer rapidement ce volet de la recherche sur les marchés de l'emploi enseignants en France, en Grande-Bretagne et en Belgique, c'est un projet ERC qui est plus large en fait que ça, donc, qui porte sur la régulation des carrières des enseignants et l'attractivité ou le déclin de l'attractivité du métier d'enseignant. Donc il y a d'autres pans de cette recherche qui vont porter sur l'impact des politiques internationales en matière d'enseignement sur les politiques nationales de régulation des carrières et de l'enseignant. Il y a aussi un projet de typologie de la régulation de ces carrières enseignantes. Il y a un pan qui porte beaucoup plus sur l'action syndicale, sur l'emploi et les carrières. Et puis on est deux binômes à travailler sur l'Angleterre et sur la France, plutôt avec une approche plus qualitative que celle que je viens de présenter, même vraiment qualitative, avec des entretiens sur les carrières des enseignants, mais il y a aussi un volet quantitatif dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on essaye de recueillir à l'échelle de l'académie, qui est l'échelon régional de régulation d'enseignement, des données quantitatives qu'on ne peut pas avoir à l'échelle nationale. Parce que même si c'est très centralisé, même s'il y a énormément d'institutions qui produisent des données sur l'enseignement à l'échelon ministériel en France, finalement, en ce qui concerne en particulier les contractuels, donc les enseignants les plus précaires de l'éducation nationale, le dispositif de gestion des données à l'échelle nationale n'est pas du tout prévu pour ça, et donc il y a des bricolages à l'échelle des académies sur intégrer dans la gestion de carrière, dans la régulation des carrières, les dossiers individuels des contrats. Donc on fait aussi un peu de travail quantitatif. Et puis, alors la question du marché du travail, pourquoi l'entrée par le marché du travail, pourquoi est-ce que ce serait pertinent? C'est vrai que le document que je vous ai donné à lire, en fait, ça montre à quel point la régulation étatique est très forte et que en fait, parler de marché, c'est pas forcément si évident que ça. Ça l'est beaucoup plus dans le cas anglais, par exemple. Mais c'est pour ça que dans une perspective comparative, on trouvait intéressant, comme ça a déjà été fait pour la question des marchés scolaires, donc les choix des parents, de regarder, d'avoir comme cadre théorique quelque chose qui permettrait de regarder les marges de manœuvre ou les choix qui sont régulés aussi, mais dans l'allocation des enseignants ou les postes d'enseignants. Ensuite, merci pour votre travail aussi, parce que je m'en rends qu'il y a vraiment un coup d'entrée dans tout ce dispositif institutionnel qui est assez lourd, alors que par ailleurs, ce qu'on fait, c'est vraiment des entretiens avec des enseignants qui sont des
soit des néo-titulaires, des néo-enseignants, des enseignants qui sont en reconversion professionnelle ou qui sont des secondes carrières, enfin vraiment plus installés, avec des enseignants contractuels ou avec des enseignants qui ont une trajectoire, on va dire, plus linéaire, qui a été montrée comme plus majoritaire en France, c'est-à-dire un enseignant titulaire qui a passé un concours d'enseignement, qui commence dans un établissement de la périphérie, qui accueille plutôt des milieux défavorisés ou éloignés des métropoles et qui va finir sa carrière dans un établissement de centre-ville du fait de la régulation étatique, en fait. C'est par un système de points des carrières. Mais on s'intéresse aussi aux dimensions plus sociales du choix de l'enseignement par rapport à des marchés du travail proches ou concurrents de fait de l'enseignement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? L'observation participante, ouais, ça c'est... On a un projet de faire ça, pour l'instant ça nous a été refusé. C'est pas de l'observation participante, c'est l'observation directe des commissions d'affectation des enseignants, donc comment les dossiers sont... et quand le moment dans l'année où les dossiers des enseignants en mutation sont examinés, et comment, à ce moment-là, s'entame une phase de négociation aussi avec les syndicats et le rectorat sur les affectations. On ne désespère pas d'avoir accès à ce type d'observation directe, ce serait vraiment, ça permettrait de comprendre énormément de choses, c'est sûr. Après, du point de vue des pratiques de recrutement, c'est tellement éclaté que trouver un site où on pourrait faire de l'observation, c'est difficilement faisable, mais c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Ouais. Vous voulez réagir aussi aux questions de Caroline? Oui, en fait, il y a plusieurs questions. Ici, je voudrais revenir dans le contexte dans lequel les aires protégées ont été créées en République démocratique du Congo et dans le territoire de Monkoto en particulier. Alors, vous savez, toutes ces aires qui datent des années avant 60 ou avant les indépendances, on ne tenait pas compte du point de vue des communautés locales. Alors, elles étaient seulement délocalisées et on leur imposait de libérer le lieu pour la création du parc. C'est dans ce contexte-là que ces populations ou ces communautés ont été chassées de leur lieu d'origine. Et du fait elles ont été déplacées de là, cela a eu beaucoup d'impact négatifs parce qu'il y avait un lien qui était avec leur lieu, parce que leurs ancêtres étaient enterrés là-bas. Et c'est là-bas où ils avaient des plantations, c'est là-bas où ils avaient des constructions, et c'est là-bas où ils avaient tous les moyens de survie. Du moment où ils ont été déplacés de là, l'État, en conséquence, n'a pas pu prévoir les mécanismes d'accompagnement ou mettre en place des solutions alternatives pour les détourner des richesses du parc. Alors cela a fait qu'il y a vraiment ce conflit-là. Et dans la manière même de gérer, le parc ou les gestionnaires du parc imposent toujours le mode de gestion. Et ce qui n'arrive pas à être avalé par les communautés locales. Quand bien même elles ne sont pas armées, mais elles sont là en train de résister d'une manière ou d'une autre. Alors deux fois, pour faire voir aux gestionnaires que votre mode que vous nous imposez n'est pas digne, ils font une résistance en faisant des incursions dans le parc. Pas pour détruire, mais pour montrer que non, nous on ne dépend pas de vos injonctions-là. Alors ça fait maintenant qu'il y a un problème entre la légalité et la légitimité. Ils revendiquent que c'est leur lieu, c'est la terre de leurs ancêtres, et ils ont des liens traditionnels avec ce lieu, donc ils ne peuvent pas faire autrement. Alors ça c'est un point. L'autre point, tout ce qu'il y a comme loi au Congo en matière de gestion des ressources naturelles, c'est vraiment obsolète. Donc il n'y a pas une loi qui est en faveur de la population locale. Il n'y a pas une loi qui est vraiment respectée, que ce soit par les gestionnaires, que ce soit par les communautés. D'ailleurs, en milieu urbain, c'est là où la loi de l'État, elle est quand même respectée. Mais en milieu rural, c'est vraiment la coutume ou les traditions. Alors ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que lorsque les agents, par exemple, de l'État, qui sont censés dire aux communautés locales que non, attention, la loi, le sol et le sous-sol appartient à l'État, mais ces gens-là, ils ne sont pas compris en milieu rural. On leur dit non, mais nous n'avons même pas besoin de faire enregistrer nos terrains parce que nous savons qu'ici, c'est chez nous. Je suis né ici, je suis dans la terre de mes ancêtres, donc je ne sais pas si la terre appartient à l'État et qu'est-ce qu'est l'État. Et ça sont des problèmes vraiment qui sont à la base des conflits. Alors, lorsqu'ils se sont déplacés, on n'a pas mis de moyens de support pour les venir en aide. Et par conséquent, au lieu de mourir, ils vont dans le parc pour chasser, pour pêcher. Mais là, c'est une pêche
des consommations, donc une pêche juste pour satisfaire ses besoins primaires, et ce n'est pas une pêche commerciale. Alors l'État ne veut même pas sentir de tout ça. Alors que la population même, elle a ces modes de gestion qui sont d'ailleurs très durables par rapport à ce que l'État leur impose. Et là, on est maintenant dans ce qu'on appelle d'abord l'État, on a deux modes qui s'affrontent de gestion. Il y a l'État avec la centralité de gestion, ce qu'on appelle le centralisme juridique. Et de l'autre côté, nous avons les communautés locales qui sont dans une perspective du pluralisme juridique. Parce qu'ils ont leur façon, leurs pratiques, leurs normes qu'ils ont mises en place et qu'ils respectent dans la manière de gérer et d'exploiter les ressources. Par exemple, au village, pour accéder à une ressource ou à une forêt, si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas y entrer comme ça. Vous n'irez pas demander à l'administrateur du territoire, non. Vous irez voir le chef de terre ou le chef coutumier, et c'est celui-là qui va vous donner l'aval. Ensemble, ils se concertent avec le comité du village, et ils trouvent que oui, on peut lui donner l'autorisation. Alors on vous informe, et alors vous donnez ce qu'on appelle le droit coutumier, ou le droit d'accès coutumier. C'est quelque chose de symbolique, ça peut se donner en espèces, tout comme en nature. Et dès que vous entrez, et ce n'est pas, dès qu'on vous donne cette portion de forêt pour exploiter, après le contrat, la portion revient d'office au village ou à la terre. Donc vous venez là juste pour l'utiliser, vous partez. Donc du moment où la population n'est pas satisfaite dans ses besoins, je pense que le conflit continuera. Alors il y a plusieurs conflits. Il y a les conflits dus à la limitation même du parc, parce que les limites qui sont là sont les limites depuis la période de la colonisation. Et les gens qui sont allés faire la photographie aérienne, vu qu'on est en pleine forêt équatoriale, mais c'était même difficile de savoir quelles sont les rivières qui font limite. Et ça, les jeunes générations ne reconnaissent pas, parce qu'il y a les vieilles générations qui autrefois étaient là lorsqu'on les déguerpissait. Il y en a qui sont morts. Les plus anciens, parce que ça fait 60 ans, les plus anciens sont là en train de vieillir. Et il y a vraiment transmission de l'information des plus vieux aux plus jeunes. Et les jeunes se réfèrent à leurs ancêtres ou à leurs grands-parents qui leur donnent la vérité de ce qui a été ou de ce qui existe. Donc ils s'alignent toujours sur le même modèle des anciens parents. En plus de ça, par rapport aux savoirs locaux, il y a plusieurs activités qui interviennent. Par exemple, dans la chasse, ils n'utilisent pas l'arme à feu. D'abord, comme ils sont à la périphérie du parc, le port d'une arme à feu, c'est déjà une condamnation. Alors, ils ont les pratiques qu'ils ont développées, toujours des pratiques anciennes et traditionnelles. Ils font la chasse avec des pièges, avec des flèches, ou des fois ils font la chasse collective, mais c'est une chasse qui est en train d'être, qui est en voie de disparition. Mais au moins, elle est faite juste pour la subsistance. Alors, quand ils vont faire cette chasse, ils décrètent la chasse la nuit, il y a des groupes qui lancent des messages, voilà, tout jeune, tout homme valide, on se retrouve dans telle partie des forêts. Une fois dans cette forêt, ils n'ont pas les armes, ils essayent de se circonscrire une circonférence où ils encerclent les animaux et ils commencent à avancer en entourant l'animal. Et là, celui qui est dans une position de fléché, ils tirent sur l'animal et dès qu'ils ont leur animal, ils ramènent au village, ils se partagent. Et c'est une façon de maintenir la solidarité au niveau des villages. Et tout comme s'il faut faire les champs ou l'agriculture, il n'y a pas de tracteurs, ils ont les systèmes de jachères, ils laissent reposer le champ. Après 3 ans, après 5 ans, ils reviennent. Et ce sont des modes comme ça que nous trouvons un peu utiles et deux fois que nous voulons même proposer dans les stratégies de gestion des ressources naturelles aux gestionnaires de l'État. Je ne sais pas s'il y a encore... Oui, les cas aussi de compensation. Là, c'est nous, en tant que chercheurs, on s'est dit, mais voilà, nous allons sur le terrain. Deux fois, c'est difficile d'abord de se faire accepter sur ce terrain-là. Il faut avoir de la stratégie pour y entrer. Une fois entré, on n'est pas le seul chercheur qui est peut-être dans ce village, ou deux fois, il y a d'autres qui nous ont précédés dans le passé, ou peut-être en même temps, on se retrouve avec d'autres chercheurs, d'autres centres aussi, qui sont au même moment dans le village, en train de faire les recherches. Mais du coup, on sent qu'il y a un problème de compensation. Parce que quand vous terminez, vous faites asseoir les gens, vous parlez avec eux, surtout les chefs coutumiers, vous parlez, à la fin vous dites, voilà, je vous remercie vraiment pour votre temps et de l'information que vous m'avez fournie. Puis ils vous regardent, ils commencent même à murmurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh mais vous me laissez comme ça?
Alors on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chercheur? Faut-il vraiment, chaque fois qu'on est sur le terrain et qu'on fait un entretien avec quelqu'un, faut-il donner l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la recherche pour l'argent? Des fois je dis oui. Pourquoi? Parce que dans certains organismes, par exemple là où moi je travaille, il y a une ONG internationale, le Fonds mondial pour la nature, qui déploie aussi ses agents sur le terrain. Et ces gens-là, ils sont à bord de motos. Dès qu'ils arrivent, ils descendent, ils regroupent le village. Après les entretiens, ils donnent l'argent. Et c'est connu comme ça. Maintenant, toi, quand tu viens, tu n'as rien, tu expliques. Des fois, tu risques de te retrouver devant des fausses informations. Et c'est sur des questions comme ça qu'on a essayé de se poser dans le cadre de l'éthique. Est-ce qu'il faut-il donner l'argent quand on est sur le terrain ou pas? Alors, personnellement, je me disais, mais une information coûte aussi quelque chose. Moi, j'ai donné des fois la cigarette, des fois du savon, mais c'était toujours insuffisant par rapport à l'attente de la population. Et ça m'a donné vraiment une dette morale, de telle manière que si, une fois terminée peut-être ma thèse, la meilleure façon de récompenser cette population, c'est d'aller faire la restitution des résultats de ma recherche chez eux. Alors, il y a des points qui sont partagés. Par exemple, Alice, je crois, elle va parler elle-même. Dans son cas, elle a plusieurs acteurs. Elle travaille avec des organisations, elle travaille avec des paysans individuels. Et faire une restitution, je ne sais pas si c'est faisable. On va juste élargir un tout petit peu la discussion. Voilà. Questions, suggestions. Alors, Jean et puis Thierry. Allez-y, il y a deux places, donc allez-y, je vous en prie. Non, viens, j'en suis pas milieu. Non, Si. je n'ai qu'une question. Bonjour. Donc, ce qui m'a semblé, c'est que l'un et l'autre groupe, vous aviez un problème majeur avec le concept de marché. Puisque le GRCF souvent parle de quasi-marché, quasi-marché, c'est pas un marché. Et puis vous aussi, puisque des intermédiaires de marché, s'il y a des intermédiaires. C'est moi qui dis ça. Oui, c'est toi qui dis ça. C'est pas un marché. Enfin, un marché, c'est régulé par les prix. Donc, quelle peut être la manière de sortir de ce problème? Pour les sciences sociales aujourd'hui, nous savons que le concept de marché est prévalent, il est défini par les économistes de façon prévalente. Donc on compare toujours inconsciemment notre concept de marché à celui des économistes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un travail beaucoup plus profond sur le concept de marché plutôt que de l'utiliser, me semble-t-il, comme vous l'avez fait, sans cesse entre guillemets, sans qu'on parvienne vraiment à savoir de quoi il s'agit? Voilà, c'est la seule question. Est-ce que le marxisme, est-ce que les écoles conventionnalistes, est-ce que l'institutionnalisme vous permettrait de résoudre ce lancinant problème? J'avais justement dans la même préoccupation que Jean, parce que cette notion de marché, quand on entend parler de marché du travail, le marché du travail c'est quoi? C'est une offre de travail qui rencontre une demande de travail avec fixation d'un prix d'équilibre qu'on appelle le salaire réel. Si le salaire réel est supérieur à la productivité marginale du travail, on ne recrute pas. S'il est inférieur, on recrute. C'est ça que dit le marché de l'économie. Ce que vous avez décrit, c'est plutôt des modes de régulation qui existent et qui, comme le dit Jean, nous disent plutôt que le marché c'est autre chose. Ce n'est pas cette chose-là décrite par les économistes. L'école des conventions et la régulation nous disent plutôt que le marché c'est quoi? C'est une batterie d'institutions qu'il y a derrière et qui nous permettent de voir comment justement les gens sont recrutés et comment ils ne sont pas recrutés. Donc, dans la définition générique du marché, économiquement, alors ce n'est pas un marché. Par contre, vous retrouvez des ressources au niveau de l'économie des conventions, au niveau de l'école de la régulation, qui vous disent que le marché, c'est plutôt une construction institutionnelle et conventionnelle. Là, vous avez du sens par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et je voulais aussi dire par rapport aux recherches qui sont faites en Afrique, que là, on voit plutôt comment, notamment au niveau des organisations paysannes, au niveau de la gestion des parcs, comment est-ce que ces sociétés essayent de se réinventer après des régulations, non seulement étatiques, mais également marchandes. Comment les organisations paysannes essayent de se reconstruire
avec cette dynamique commerciale qui provient justement donc, de toutes les phases de révolution verte et de land grabbing qu'on observe aujourd'hui. Et comment est-ce que justement ces populations autochtones, avec une régulation, je dirais, des parcs axée beaucoup plus sur une dimension conservatrice moderne, hein, comment ces populations paysannes essaient de se réinventer. Donc nous sommes là, pas seulement dans l'analyse des régulations qui existent, mais dans l'analyse des régulations inventées. Hein, pour paraphraser Olivier de Sardan, je disais que nous sommes dans l'analyse des normes pratiques, pas des normes formelles. Il y a des normes formelles qui existent, mises en place par l'État, mises en place par le marché, et puis les populations, pour s'en sortir, réinventent autre chose pour essayer donc, simplement, donc de résoudre leurs problèmes. Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'est pas dans le marché, on est plutôt dans la créativité. Comment est-ce que des organisations essayent d'utiliser leur imagination pour résoudre des problèmes concrets qui se posent à elles. Et le marché ne peut pas saisir cela parce que le marché n'est pas l'instrument privilégié pour le saisir. Donc c'est des choses qui nous sont venues en tête. Donc par rapport à vous, je pense que le marché aurait beaucoup plus de sens en invoquant ce que dit l'économie des conventions, ce que dit l'économie de la régulation, par rapport à cette marché. Sur le plan économique, non. Alors, réaction. Réaction ou pas, hein, je pas obligé de rebondir immédiatement. Mais si, je peux répondre. Enfin, j'ai l'impression que peut-être que, je ne sais pas, c'est l'effet aussi je pense que c'est une phase dans laquelle on est de construction vraiment à la fois de l'objet d'étude, du dispositif d'enquête. J'ai commencé il y a 2 mois et demi ce projet. Et donc on hérite d'un dispositif théorique assez chargé, puisqu'on est 6 postdocs aussi sur ce projet de recherche. Et on essaye, je pense, vraiment d'articuler quelque chose qui relèverait plutôt de la construction des marchés, vraiment, enfin voilà, avec la question des régimes d'emploi. Et de ce point de vue-là, on articule aussi probablement des voies théoriques un peu pas nécessairement toujours articulées, et donc c'est ce qui peut produire éventuellement cet effet où le marché économique a l'air de ressortir comme ça beaucoup plus j'espère qu'il l'est dans ce qu'on fait. Et puis évidemment, enfin, in fine, c'est quand même la question des effets des mécanismes de régulation sur l'enseignement lui-même. Donc c'est quand même ça aussi qui est large. Oui, moi je pense que vous avez raison. J'ai dit que les communautés locales, ils sont en train de se réinventer par rapport aux politiques ou à la façon de gérer imposée par l'État. Dans le sens où ils ont à leur manière certaines façons de gérer les ressources naturelles. Et contrairement à la thèse de Hardin, par exemple, sur la tragédie des communs, qui dit que non, des ressources naturelles laissées à la gestion de tout le monde peut amener à la destruction ou à la surexploitation de ces ressources. Ce qui n'est pas vrai parce que la gestion au niveau local, par exemple, il y a une certaine manière de réguler les ressources. Je prends le cas de mon étude à moi. Il y a une ressource qui est partagée par plusieurs villages, c'est la rivière. Elle s'appelle la rivière Luilaka. Donc sur cette rivière-là, tous les villages qui le partagent, ils se sont mis ensemble pour mettre des normes de gestion. Ils se sont dit, voilà, nous, comme c'est l'unique source que nous partageons ensemble, voilà, ici, on ne peut pas amener un filet de telle maille. Ici, on ne peut pas amener les hameçons de tel numéro. Et il y a même un calendrier qui a été établi pour arriver à gérer cette rivière. Donc, il y a les saisons, il y a les périodes de fermeture, il y a les périodes d'ouverture de pêche. En dehors de ces périodes, on ne peut pas voir quelqu'un sur la rivière. Donc, c'est une façon locale de mettre les normes afin de pouvoir préserver la ressource. Alors, ce calendrier coïncide aussi avec le cycle agricole. Donc, ça va de janvier à mars, c'est la petite saison sèche, et là, tout le monde est sur la rivière. Après mars, c'est la période où on commence déjà la petite saison de pluie, et tout le monde va pour l'agriculture. Et on ne voit personne, on peut trouver par-ci, par-là un pêcheur, mais vraiment, dans l'ensemble, tous, ils respectent le calendrier.
je sais que c'est ça vraiment leur norme pratique à eux. Mais deux fois, on se retrouve aussi dans ces normes-là avec du méli-mélo parce que vous prenez par exemple, comme le dit Olivier Desardins, les agents de l'État par exemple, leur manière de fonctionner dans les institutions, en tout cas, ne cadre pas avec la loi de l'État. Des fois, quand vous arrivez là, pour un dossier, vous devez glisser l'argent sous enveloppe ou derrière le dossier. Et dès qu'il a ça, il sait que le monsieur, il a l'argent. Et il traite ton dossier par rapport à celui qui est venu avant vous. Donc il y a toujours une façon de... Il y a un certain clientélisme qui fait que les normes sont un peu flouées. Je ne sais pas s'il faut encore... Je veux juste rebondir, faire une suggestion, GIRSEF, sur cette base. Parce qu'au fond, vous dites, il y a un commun qui est la rivière, et qui n'est pas géré par le marché et qui n'est pas géré par l'État, qui est géré par les riverains, avec des représentations collectives. On pourrait se demander quelle est la rivière en France dans le système de l'enseignement. C'est-à-dire quelque chose qui échapperait, parce qu'il me semble que, notamment dans votre présentation, vous avez dit marché et puis vous avez dit État. Mais le troisième terme n'y est pas. C'est-à-dire ce que pourrait être quelque chose comme la rivière. C'est-à-dire des accords implicites, elle serait souterraine en l'occurrence. Des accords implicites d'acteurs et de collectifs d'acteurs qui instituent un marché de l'emploi au-delà de l'État et au-delà du marché au sens strict du terme. Et donc, au fond, est-ce qu'il y a une rivière? Voilà. C'est ce que, me semble-t-il, on pourrait tirer de l'interpellation de l'EVLC au GIRSEF. On va commencer avec la torche dans la caverne. Alors, ce qui consiste à dire, d'après ce que dit Jean, que madame peut mieux vous définir le marché par rapport aux économistes. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner le marché. Oui, ça c'est certain. Vous pouvez mieux le définir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Je pense qu'il y en a qui ont envie de dire des choses. Vas-y. Non, Gaël? D'accord. Je te sentais bouillir. Okay, I have just one thing that came to my mind. Vous en avez compris en anglais? Yeah? Pas complètement. Parce que certaines fois, j'ai un peu des problèmes avec la relation avec les formes traditionnelles et comment ils sont valorisés dans le cadre de l'étude de développement, je pense. Parce que bon, la tradition, on tout connaît que dans le passé, in the past, elle a été en forme coloniale pour dire, bon, on vient avec la modernité pour... et alors, toute l'étude, comme toute l'étude post-coloniale, la critique post-coloniale, elle va valoriser cette tradition. Mais des fois, j'ai un peu la sensation qu'on fait le même, une autre fois. Qu'on idéalise et on attribue la tradition comment la forme, on cristallise cette tradition, okay? On impose un peu. So, je ne sais pas si ça... Je peux réagir? Yeah. Mais du coup, je suis tout à fait d'accord avec ton intervention parce que donc dans l'étude les archives que j'ai consultées, ça permet justement de déconstruire cette relation à la semence. Puisque moi, mon constat, c'est la nourriture de base, c'est la semence de haricots. La nourriture de base des populations, c'est la semence de haricots. Mais quand on retourne dans les archives, on voit qu'en fait, l'agriculture était un moyen utilisé par le colonisateur pour pacifier les populations, comme elle-même l'a écrit donc, dans les messages que j'ai pu lire. Et donc effectivement, et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui c'est toujours utilisé, c'est-à-dire qu'il y a des populations pygmées qui vivaient de la cueillette et de la chasse, qui ne recouraient pas à cette pratique agricole pour vivre et qui maintenant, à cause de la disparition complète de la forêt sur l'île, sont obligés, entre guillemets, de pratiquer l'agriculture. Sont obligés par qui? Enfin, pas obligés, mais donc sont incités fortement par, entre autres, des organisations paysannes à pratiquer l'agriculture pour éviter les conflits entre les pygmées et les populations, du coup, agricoles. Mais, du coup, effectivement, quand on demande, par exemple, qu'est-ce que c'est une semence locale, qu'est-ce que c'est une semence nouvelle, parce que c'est une question, moi, que j'étudie, la diffusion des semences, mais voilà,
à partir de quand est-ce qu'on a une semence traditionnelle, à partir de quand est-ce qu'on a une nouvelle semence? La réponse c'est la semence a été utilisée par mes parents, mes grands-parents. Mais quand on retrace même l'arrivée de cette semence, ça peut être finalement que 2 générations. Donc qu'est-ce que c'est traditionnel? En fait, elle a été apportée par qui cette semence? Par des acteurs étrangers. Entre autres, le colonisateur belge. Et donc aujourd'hui, quelque chose qu'on exprime comme traditionnel, quand on remonte dans l'historicité, on se dit, est-ce que c'est vraiment traditionnel? Est-ce que finalement, il y a vraiment une tradition? Ça, c'est une question à laquelle moi, j'ai été confrontée. Oui, tout à fait, dans le même sens. Parce que, si vous voyez bien, je reviens encore au Congo, par exemple, sur ce qu'on appelle le droit coutumier. C'est une fabrication belge. Donc, ils ont institué ce droit coutumier juste pour arriver à déconstruire la tradition qui était là ou qui existait avant. C'est pourquoi, de fois, moi, je préfère parler des communautés locales ou des modes locaux que de parler des traditionnels, parce qu'il y a eu métissage et beaucoup de choses ont été vraiment mélangées avec la tradition pure qui est en train de disparaître. C'est plus le modèle communautaire contre le modèle compétitif. Oui, c'est le modèle communautaire ou le modèle local. Okay. En fait, des fois, ils essaient de rejeter ce qui vient d'ailleurs, mais en récupérant ça et en essayant d'arranger ça à leur satisfaction. Non, je trouve ça très intéressant, l'intervention sur la notion de tradition, parce que c'est une notion mouvante, c'est une notion qui peut changer d'un contexte à l'autre. C'est une notion dont on peut trouver aussi différentes sources historiques quant à la manière dont elle a été mobilisée, fabriquée, défabriquée. Et dans les études postcoloniales ou avant les études postcoloniales, dans la décolonialité et dans le décolonialisme, qui est une posture politique avant d'être une étude, il y a une partie qui revendique la tradition comme étant l'ancrage à partir duquel on va affirmer une identité qui a été disqualifiée, et une reconquête de soi, etc. Et il y a une autre partie aussi du décolonialisme qui remet en question la mobilisation du terme de tradition comme pouvant servir à l'émancipation. C'est le cas par exemple chez Fanon, même chez Fanon il y a les deux. Mais ce que je veux dire, attention non plus de ne pas penser trop vite que ce que nous avons fabriqué, que nous avons tout, que nous, issus de pays qui avons colonisé, avons tout fabriqué, y compris les mots que mobilisent ensuite les, entre guillemets, subalternes ou colonisés, etc., ou ex-colonisés, ou néo-colonisés, ou post-colonisés. Et à un moment donné, il faut entendre dans quel terme, à un moment donné, quelqu'un va se réapproprier, pourquoi pas même le terme de coutumier, pourquoi pas même le terme de tradition. À un moment donné, il y a même des anthropologues qui ne veulent plus travailler sur le terme de culture, tellement ils ont peur d'être culturalistes, voilà, au sens américain du terme. Voilà, donc c'est simplement pour dire que ce sont des mots qui n'ont pas qu'un tranchant. Autre suggestion, réaction? Non. Ça va tout seul. Juste alors s'il n'y a pas de La question des semences est absolument centrale, je trouve. Elle est centrale aujourd'hui, elle est centrale depuis sans doute beaucoup, surtout dans le fait que les semences existent dans l'évolution qu'elles ont en relation avec le fait de les cultiver par des populations qui les cultivent. Sans ça, l'adaptation s'arrête et elles n'existent plus, elles ne sont plus en phase. Donc on comprend en fait que c'est ça la tradition. C'est une tradition qui est moderne en fait. Elle n'est pas historicisée. C'est toujours une interaction qui fait qu'une semence populaire paysanne s'adapte à un changement climatique, à la pollution. On peut aujourd'hui cultiver dans la pollution, etc. Et ce qui a extraordinairement voyagé dans le monde, ça a été les semences. On retrouve des semences dans pas mal de travaux d'archéologues. Hein. C'est quelque chose qui a toujours circulé dans les populations. Et donc c'est un sujet absolument inimaginable. Les semences ou les boutures des plantes. C'était incroyable. Hein. Et les colonisations portugaises ou espagnoles dès 1450, c'est quasiment numéro 1 en fait, dans les bateaux. C'est ce qu'on retrouve en fait. Et donc oui, Cap-Vert, Brésil et autres, oui, c'est essentiel. C'est des sujets clés. Et aujourd'hui, avec l'appauvrissement en fait,
du matériel génétique pour nourrir les populations, cette question est absolument centrale. Absolument centrale. Et du coup aussi en termes de qui contrôle la semence, aujourd'hui c'est un enjeu clé. Et surtout les libres droits, comme les libres droits sur Internet, c'est la même chose, c'est des questions centrales. En Italie, vous avez des ligues de gens qui aujourd'hui, donc paysannes, qui s'autonomisent face aux grandes entreprises pour valoriser entre eux, même sans patente, la libre circulation des semences, et en étant en dehors de la loi. C'est absolument intéressant, fabuleux. En France aussi, je crois. Ouais, beaucoup. Aujourd'hui, oui, il y a une prise de conscience. Mais maintenant que c'est Bayer qui a racheté Monsanto, c'est incroyable. C'est devenu un problème européen. Ah non, enfin, soit. Alice, tu veux réagir? Je suis d'accord avec ça, mais je pourrais en parler longtemps. Je ne sais pas si c'est vraiment l'objet ici de parler des semences, mais oui, effectivement. Et c'est plutôt justement en termes du coup de contrôle et d'accessibilité à la semence que moi j'avais pris la perspective de ma recherche, plutôt qu'en termes d'économie de marché. C'était vraiment en termes de qui contrôle la semence, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces semences, comment est-ce qu'elle est diffusée, qui en fait peut façonner l'environnement justement d'accès à ces semences, et de voir dans quels termes les organisations paysannes jouent un rôle clé justement dans la construction de cet environnement, mais aussi à la construction des savoirs, la construction des valeurs. Qu'est-ce qu'on valorise en termes de savoir, justement mais aussi en termes matériels, quoi. Est-ce qu'on valorise une semence qui a été cultivée par son voisin ou une semence qui vient d'une organisation extérieure? Donc il y a toute cette imbrication qui peut se traduire par l'organisation paysanne. Une remarque sur l'observation participante, comme ça a été débattu. Moi, de l'expérience que j'ai eue, l'observation participante, elle naît au moment où on n'interroge plus, au moment où on n'a plus de questionnement. C'est au moment où on n'est plus là dans une relation d'interaction et de dialogue à partir de questions que l'observation participante naît. C'est vivre avec et faire quelque chose avec. C'est très différent d'être là et de poser des questions à des gens. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est une familiarité qu'il faut créer. Et c'est vivre tout simplement pour apprendre un langage, des codes qu'on intériorise et qui petit à petit permet d'accéder à des catégories imaginaires qui sont non dites, en fait, qui sont non verbalisées. C'est pour ça que c'est très différent du questionnement. C'est rentrer dans une manière de penser, de dire qui nous permet de s'approcher. Et ça prend du temps, en fait. C'est quelque chose qui prend du temps. Mais bien sûr que ça peut être mixte. Hein. Les manières d'enquêter sont mixtes, il faut qu'elles soient mixtes d'ailleurs. Mais l'observation participante est quelque chose qui prend du temps. Monsieur Macron peut peut-être faire un petit peu d'effort. Alors, une dernière question peut-être? Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, c'était très intéressant l'ensemble de ces discussions, et moi je vais revenir un petit peu sur la remarque de Jean et de Thierry et la métaphore de la rivière, parce qu'il me semble qu'un aspect vraiment, comment dire ça, un lieu où vous vous rencontrez, vous vous enrichissez mutuellement, où vos recherches s'enrichissent mutuellement, c'est celui de l'espace, une sociologie de l'espace, puisqu'au fond, pour moi, ce que je vois de commun, c'est en voyant l'espace non pas seulement comme un lieu institué, mais comme un processus d'agencement de biens et de personnes, et finalement, l'ensemble des conflits dont vous traitez, que ce soit dans votre cas des commissions de gestion des dossiers des enseignants, que ce soit se demander est-ce qu'on commence par être prof en périphérie, à quel moment on va arriver au centre, etc. Ou bien dans votre cas, est-ce que l'espace est un ensemble constitué, comment est-ce qu'on dispose des ressources, comment est-ce que l'espace fait territoire d'une communauté, donc la gestion politique, etc. Finalement, j'ai l'impression que vos recherches seraient une approche par l'espace permettrait de renouveler et de voir beaucoup plus de liens communs que ce qui n'y paraîtrait, parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on a soit parlé de l'une, soit de l'autre, sauf au moment où on a interrogé le marché, et là, du coup, on les a approchés par des portes différentes. Mais si on plaçait l'espace au centre, et si on regardait chacun de ces objets à travers la constitution de l'espace, je pense que ça amènerait à voir comment certains espaces marchands se constituent dans un espace scolaire. C'est aussi une question qui m'est venue quand vous parliez de méthode, et vous disiez on ne peut pas accéder à certains lieux parce qu'à certaines commissions, on essaye d'y arriver. Et puis dans d'autres cas, selon quelle communauté gère l'espace, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Est-ce qu'il faut payer pour accéder à cet espace? Finalement, je crois que l'enjeu central derrière le questionnement de relations d'enquête, éthique, pratique de recherche,
C'est vraiment l'espace social. Et puis, il y avait le terme de champ, je ne sais pas s'il est revenu dans ces discussions, mais Bourdieu, avec l'idée d'espace social, est-ce qu'il n'y a pas, pour aller plus loin que ce que Bourdieu a amené, en fait, vraiment une sociologie de l'espace, prendre au sérieux le tournant spatial en sociologie, je crois que ça ferait un lien intéressant pour toutes ces recherches. Voilà, c'était juste une petite... Mais ça n'amène pas forcément une réponse directement, mais ouais, voilà. Oui, en fait, la notion d'espace, c'est vraiment une notion compliquée. Parce que l'espace, il y a l'espace vécu qui est différent de l'espace où l'on vit. Alors l'espace vécu, c'est peut-être un enjeu qui peut ramener aux communautés locales ou les rappeler ce qu'ils étaient ou ce qu'ils avaient de l'autre côté. Parce qu'ils ont été déguerpis de leur ancien milieu. Quand moi je parle de l'espace vécu, c'est tout ce qu'il y a comme richesse qui est resté derrière. Et l'enjeu même, ce sont les ressources du parc, donc cet espace-là. C'est autour de ça aussi que se pose le problème. Ce n'est pas l'espace vécu, ce n'est pas l'espace où on vit. L'espace où on vit est suffisant, mais c'est cet espace vécu dans le passé qui pose problème. Donc à travers la mémoire, quoi. Exact. Mais là, c'est l'espace perçu comme en termes de ressources. Oui, dans les représentations. Dans les représentations. C'est l'espace-temps. Tout à fait. Caroline, est-ce que tu veux réagir? Non, je suis d'accord avec l'importance que l'espace peut être un médium pour saisir des phénomènes à la fois assez hétérogènes, même. Et ça m'a fait penser aussi au fait qu'on s'interroge un peu à l'importance dans la fragmentation de l'emploi de la mobilité géographique. En gros, où le statut d'enseignant titulaire, donc statutaire ou fonctionnaire qui aussi est ébranlé par le fait qu'il impose une mobilité géographique. Les enseignants n'ont pas le choix de l'espace, enfin ils font des vœux, mais qui sont plus ou moins auxquels le mécanisme d'affectation répond plus ou moins, alors qu'un statut plus précaire du point de vue de l'emploi peut être favorisé dans certains cas, ça a été montré par plusieurs rapports, parce qu'il évite la mobilité géographique pour les enseignants. Donc le rapport aussi à l'espace résidentiel, à l'installation par rapport à la mobilité professionnelle, c'est quelque chose sur lequel on s'est. Bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une vraie pause, qu'on change d'espace. Merci vraiment à tous. Merci énormément. Donc,